On a envoyé le CEO au FBI, donc le mec est en tôle. Le fonds que j'ai levé en 2007, c'était un des tout premiers fonds de seed au monde. Depuis, il y a eu 2000 boîtes qui se sont créées pour faire la même chose. En moins d'un an, j'ai retourné 17 fois ma mise pour mon premier investissement. C'est quasi imbattable. On dit non à 90% des boîtes, littéralement, en l'espace de 3 secondes. En fait, les gens sont obsédés par l'equity, la propriété des actions d'une part de boîte. C'est pas du tout la culture en France, c'est hallucinant. Ils n'ont pas en fait compris la valeur potentielle et la culbute potentielle. Oh, t'as passé sur Uber? Ouais, 2 fois. Oh, quel con. Ouais, donc Joe's Pizza, c'est une institution. Oui, c'est une institution, sauf que le problème, c'est qu'il y a une queue de ouf tout le temps. Augustin, hier, il a voulu y aller, il a pas pu. C'est un truc où tu manges à l'intérieur, tu déjeunes, tu dînes. Déjà, ils ont un site internet, c'est pas mal, non? Mais mec, il est dégueulasse, il est hyper à l'ancienne. Enfin, on pourrait juste prendre des réservations, tu vois. Faut le faire avec Squarespace, ça se fait en 2 secondes. Oui, mais en fait, il va dire qu'il sait pas faire. Enfin, tu vois, lui, Squarespace, le mec, il s'en fout de la technologie. Non, mais c'est le principe de Squarespace. Tout le monde sait faire avec Squarespace. Même un mec qui a limite utilise jamais un ordi. Sans problème. Ça se fait comme Ok, ça. t'as 4 minutes, tu rentres dedans, en 4 minutes, tu dois lui pitcher Squarespace. Vas-y. J'ai pas besoin de 4 minutes, je te le fais en 2 minutes, 1 Vas-y, minute. vas-y. T'as une IA, tu parles avec, tu lui dis tiens, je voudrais un site comme ci, comme ça. T'as des templates et tout ça. Et tout se fait en 1 heure, je te mets ma main à couper qui se fait un site internet. 1 heure. Ouais, t'as pas besoin d'être graphiste, designer, tout ça. C'est eux qui font tout ce job-là. Bah, tu sais quoi, viens, on va lui pitcher. Vas-y. Allez, on va lui pitcher. Tu m'as dit 2 minutes. 2 minutes. Bon, on est allé voir Joe's Pizza, je crois qu'on l'a convaincu. Il était chaud bouillant, il y connaît rien. Il est total à la ramasse, mais on s'en fout parce qu'avec squarespace.com, il fait son site en 1 heure, il sait pas faire de dev, il sait pas faire de design. Et comme moi, il peut faire son site hyper facilement, comme vous devez le faire maintenant. Vous allez sur squarespace.com, vous utilisez le code DOIT. Plus tard, c'est trop tard. Avec le code DOIT, vous aurez 10% de remise. C'est bon, allez-y, maintenant. C'est d'une méga connerie, mais voilà. Et j'étais en train de te dire... Et ça va être plein d'anglicismes, hein, parce que je connais pas les mots français. Ok, alors voilà, c'est parti, c'est les premiers mots de cet épisode. J'essaie généralement de les reprendre ou de les traduire si je peux. Ça marche. Et puis voilà, mais on est habitué ici finalement, parce que toi, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 24 ans. 24 ans. Écoute, et je te disais, on a beaucoup d'amis ou connaissances en commun. Hier soir encore, c'était Julien Codorniou qui m'écrivait, qui avait tellement de bons mots à ton égard, voilà, et qui me disait un peu... Alors c'est drôle, juste pour t'introduire cet épisode, j'étais... quand je préparais ça, que j'en parlais avec Clémence, je lui disais, en fait, on va voir un type qui est vraiment... un peu low-key en France, on ne te connaît pas bien, mais en revanche, qui est un vrai OG, donc original gangster de l'investissement, et tu vois, un des plus en vue pendant très longtemps, toujours aussi de la Silicon Valley, et donc parmi des Français, en tout cas d'origine française. Et c'est drôle parce que j'ai vu que sur ton Insta, tu te présentais comme un OG de l'investissement, donc j'étais dedans, et c'était assez marrant. Et en préparant cet épisode, donc on a un peu fait la tournée des popotes de nos relations en commun. J'en ai eu certains aussi sur mon podcast que tu connais bien, Frédéric Montagnon, Thibault Lzière, Loïc Lemeur, enfin, voilà. Et mon idée, ici, en venant te voir, c'est un peu de retracer et de comprendre tout ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué dans ton métier d'investissement. Tu es toujours vraiment très axé seed aujourd'hui? Oui. Très tôt, early stage. On fait 30% en pré-seed et 70% en seed. Donc la différence, le pré-seed, c'est en gros l'entrepreneur avec son idée et pas de code. Donc vraiment au tout début. Le seed, c'est à peu près 1 an après le pré-seed. Donc l'entrepreneur, une équipe d'1 ou 2 ingénieurs, un peu de code, un peu de feedback sur le produit. Et donc ça nous donne une idée si ça commence à marchoter. Mais c'est encore très tôt. Donc là, ici, on est à MPK, à Menlo Park, c'est Menlo ça, Park. juste à côté de chez Meta. Sur Sun Hill Road, ouais. Donc, qui est cet endroit mythique où tu as des dizaines de milliards dans différents buildings, les uns après les autres. Et en fait, toi, tu rentres, donc tu viens de m'expliquer, on va creuser un peu ça, mais en pré-seed et en seed, ça veut dire quoi? Tu m'as expliqué un pré-seed à quel moment? Finalement, tu as un PowerPoint? Plus ou moins, une idée? Oui, tu as un PowerPoint. Tu as une idée. C'est une idée, c'est une histoire. C'est une expérience d'entrepreneur et tu te dis, bon, quelle est la probabilité que si ça marche, si l'entrepreneur réussit à construire ce produit, on va pouvoir développer une boîte qui vaudra un jour des milliards de dollars
en générant des centaines de millions de dollars de revenus. Mais il y a des prérequis, si j'ai 20 ans, que j'ai pas fait d'études et que j'arrive avec une super idée, tu peux y aller, ou faut avoir fait Harvard, être un mâle blanc, non, je déconne évidemment, mais et avoir 35 ans et monter 2 boîtes. En gros, on va regarder l'expérience et le background, mais aussi la motivation de l'entrepreneur. On va regarder l'idée et pourquoi cette personne en particulier a cette passion de passer les 10 à 15 ans qui viennent pour monter une boîte qui, on espère, changera le monde. Très peu réussissent. Et in fine, c'est un mélange de tout. C'est vrai que tu es tenté à... si tu vois quelqu'un qui a fait un peu de Google, un peu de Meta et qui va monter une boîte dans l'intelligence artificielle, bon, ça aide. Mais le plus jeune entrepreneur qu'on ait backé, je crois, avait 17 ou 18 ans. Et le plus âgé avait 55. Et les deux ont réussi ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et aujourd'hui, en fait, le gros de nos entrepreneurs vont avoir entre 25 et 35 ans. 17 et 55, tu m'as dit. Ok. J'ai déjà 1 million de questions sur tout ça et je voudrais continuer sur Seed Pré-Seed. Mais avant tout ça, Jeff, je te propose de te présenter. D'accord. Toi-même. Jeff, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est Jean-François. Ma maman m'a fait ça, un nom super long. Et quand tu habites aux États-Unis, ils savent pas prononcer Jean-François, ils t'appellent Gene. Et donc, j'ai utilisé une américanisation de mon surnom qui était JF. Et en gros, j'ai déménagé ici en l'an 2000. Avant, donc, j'ai fait mes études dans l'informatique à Paris. J'ai fait une boîte dans les marchés financiers. La boîte a été rachetée par le groupe Reuters dans les années 92. J'étais le CTO. J'ai pris plein de responsabilités chez Reuters. J'avais des groupes que j'avais en gestion à Paris, New York, Londres, Palo Alto. Ça m'a amené à voyager ici et à découvrir donc la vallée. Et objectivement, ici, c'est super. Et donc, on s'était mis avec mon épouse, qui est française, dans l'idée qu'à un moment ou à un autre, on déménagerait. Et l'opportunité est venue en l'an 2000. Je suis devenu VC. Donc, j'ai changé, en gros, je suis passé de CTO à VC, sans aucune expérience financière, sans MBA, ce qui était un peu bizarre. Mais le fonds de Reuters avait investi dans plein de boîtes de l'Internet 1.0. Et quand le Nasdaq s'est pété la gueule en mars 2000, en gros, il a fallu faire quelque chose avec le portefeuille. Ils avaient besoin d'un opérateur et ils m'ont proposé de les rejoindre. Et donc, je suis devenu VC pour aider en fait à faire du turnaround de portefeuille. Donc VC, donc investisseur, enfin venture capitaliste. Et turnaround, on est sur du retournement d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer, d'essayer de voir ce que tu peux sauver. Okay. Parce que c'était pas beau. C'était un vrai crash. Ça a duré 4 ans. Et après 4 ans au fond de Reuters, j'ai décidé de quitter pour créer ma propre entreprise. Et en fait, c'était une boîte de gestion de fonds qui s'appelait à l'époque Softtech VC, qui ne voulait rien dire comme nom. Donc, on s'est renommé en Uncork Capital il y a maintenant 8 ans. Et j'imagine que tu auras d'autres questions par rapport à ça. J'en aurai quelques-unes, oui. Ton premier invest chez Softtech, enfin Uncork, c'était quoi ? Alors, c'était un video search engine, donc un search engine de la vidéo qui s'appelait Truveo, Truveo, avant YouTube. Donc, c'était en 2005. Et ce que la boîte faisait, c'est ils avaient un crawler qui allait trouver les bouts de code qui jouaient des vidéos. Il les enregistrait, il downloadait les vidéos et avait une page où tu pouvais accéder à toutes les vidéos du web. Il y avait très peu de vidéos sur le web à l'époque. Et donc, la boîte s'est développée et elle a été rachetée de façon super surprenante. Elle a été rachetée après 10 mois et 3 semaines par AOL, avec Fox Interactive
qui essayait de l'acheter aussi. Et donc, il y a eu une petite auction et donc la boîte s'est vendue pour 50 millions. Ce qui fait qu'en l'espace de en moins d'un an, j'ai retourné 17 fois ma mise pour mon premier investissement. Tu avais mis combien dedans? J'avais mis 50 000 $. 50 000 fois 17, ouais, c'est pas mal. Oui. En effet, t'es un peu en dessous du million, quoi. Pour le premier essai, c'était pas mal. C'était que ton argent là-dedans ou ouais. Ah ouais, ok. Le premier fonds, comme on l'appelle, de Softech, en fait, c'était l'argent qu'on avait fait avec mon épouse dans notre startup chez Reuters. Donc, on n'avait pas fait énormément d'argent. Et donc, on avait décidé de prendre 250 000 $ de nos savings, de nos économies, merci. Et que j'allais passer à peu près 1 à 2 ans à les investir, 25 000 $ ici, 50 000 $ par là, et qu'on allait voir ce que ça allait donner. Ok, donc là, vous êtes lancé, et ta femme, pendant ce temps, elle bossait? À l'époque, non. Parce qu'on n'avait pas encore la carte verte. Okay. Et donc, elle n'avait pas le statut qui lui permettait de travailler. On a reçu la carte verte quelques mois plus tard. Et en fait, elle a rejoint Stanford en décembre 2004. Et après, elle est restée à Stanford pendant 18 ans. Ok. C'est intéressant. Donc, vous êtes venu ici en lançant votre fonds sur vos propres fonds propres, en fait. C'est ça. C'est complètement débile. Enfin, quand on a annoncé à nos parents, ils ont dit mais déjà on comprend rien à ce que vous faites, mais alors là c'est n'importe quoi. Non mais c'est sûr. Et puis c'est complètement débile. Hein, avec tout mon respect, Jeff, parce que tu en es bien sorti, mais surtout que sortir dans du VC avant 6-7 ans un peu d'argent, c'est assez utopique. Enfin, ça arrive rarement, non? Ah bah c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de construire des boîtes qui allaient perdurer. Ouais. La seule chose qui a créé Softech, ou qui a permis la création de Softech, c'est que j'ai commencé à investir dans le Web 2.0 juste au moment où le Web 2.0 a commencé à sortir. Et à l'époque, donc 4 ans après le crash du Web 1.0, tu as pas mal de boîtes du Web 1.0 qui avaient survécu, qui se sont dit il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire le Web 2.0, c'est plus léger, ça utilise de l'open source, ça utilise des serveurs qui ne sont pas les nôtres, etc. C'était une révolution technologique et une nouvelle génération d'interfaces utilisateurs, de services, etc. Et donc, ils se sont dit, on va les racheter. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, sans le vouloir, sans le prévoir, faire en sorte que j'ai investi, en gros, dans 24 boîtes en 3 ans et une petite dizaine ont été rachetées sous 2 ou 3 ans. Ce qui fait que les 250 000 $ sont devenus 500 000 $, sont devenus 1 million, sont devenus beaucoup plus. En un temps record, ce que tu ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, quand j'investis, je sais que j'aurai pas de sortie pendant 10, 12, voire 15 ans. Et donc, c'était super bizarre. Ça ne devait pas se passer, mais ça s'est passé. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de construire un track record et ensuite de lever mon premier fonds institutionnel 3 ans et demi plus tard, qui était un des premiers fonds de seed au monde. On va revenir là-dessus. Je me pose la question en t'écoutant. Dans quelle mesure ce ne sont pas des vagues, je veux dire. Alors, je voudrais réexpliquer très vite le Web 1.0 et 2.0, mais là, ce que tu dis, est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu des choses identiques dans l'IA en ce moment, ou des consolidations où en fait tu investis très tôt dans des boîtes et que d'autres vont vouloir racheter parce qu'en fait ils font ce qu'on appelle des acquihires, ils rachètent en fait autant une équipe qu'un produit, où ils veulent intégrer quelque chose. Alors, aujourd'hui, le marché de la startup est beaucoup plus mûr qu'à l'époque, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? mûr, ça veut dire que à l'époque, en 2004-2005, tu avais une petite centaine de startups. Aujourd'hui, tu en as 60 000. D'accord? Et aux US. Tu en as 60 000 aux US et on est passé de 10 000 à 60 000 sur les 14 dernières années. Donc, en 2010, on en avait 10 000. Maintenant, on en a qui sont privés. D'accord? Donc, ils ne sont pas cotés en bourse. Ouais. Aujourd'hui, si tu vends une boîte, juste une acquihire, comme tu dis, généralement, tu récupères rien. Acquihire, c'est une acquisition de talent. embauche. Voilà, acquisition de talent. Donc,
Mais si jamais tu as une technologie, un peu de revenus et que la boîte qui va faire le rachat pense qu'ils vont pouvoir vraiment booster leur activité grâce à toi, à ce moment-là, ils vont payer un bon prix. Tu as une boîte qui s'appelle Bridge, c'était pas un de mes investissements, qui a été rachetée récemment par Stripe pour $1 milliard en stock. Bon, les mecs, ça fait 2-3 ans qu'ils ont lancé la boîte, ils avaient $12 millions de revenus. Je veux dire, c'est une très très belle acquisition. Et donc, les investisseurs de Bridge, ils vont avoir un retour. Bon, il faut qu'ils réussissent à vendre leur stock Stripe, mais en gros, en 3 ans, se faire une culbute comme ça, c'est vraiment bien. C'est très rare aujourd'hui. Comment ça se passe là-dessus? Donc, c'est un échange d'actions. Donc, Stripe va donner de ses actions plutôt que de donner du cash. Ouais. T'es loqué combien de temps généralement? À partir de quand tu peux vendre les actions? C'est une boîte privée. Ouais. Donc, par définition, tu n'as pas de sortie. Il faut attendre. Comme c'est une grosse boîte, ils ont déjà organisé ce qu'on appelle des transactions secondaires. Donc, des gens qui achètent de gré à gré ces actions. Donc, ça veut dire que si tu veux vendre ton Stripe, tu peux être liquide sous 6 mois, 1 an. Mais objectivement, si je recevais des actions de cette boîte, Stripe, j'attendrais que la boîte aille publique. Donc, il n'y a pas le feu. Aille en cotation, en introduction bourse. Tu connais Deal, Alex Boisis, ça te parle ou pas? Ouais. C'est marrant parce qu'il me disait dans ce podcast il y a quelques mois, il y a presque 1 an maintenant, extra ce mec. Hein. Et il me disait qu'en fait, il avait fait une levée de fonds à un moment. Il avait levé beaucoup. Et à un moment, à la fin... En 2021, je crois. Ouais. Et je crois que la dernière, il en a quand même fait en 2023. Mais un montant dérisoire par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que de mémoire, comme ça, il a peut-être levé 500 millions, 600 millions. Et puis à la fin, il rajoute un petit 50, tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi tu lèves 50 millions? Il me dit parce que je voulais avoir un price tag élevé. Donc, il voulait avoir une étiquette qui montre qu'il avait levé à un prix de 11 milliards de mémoire. Et 11 milliards, comme ça, quand il faisait des échanges d'actions pour acheter des boîtes, il pouvait dire « Ah ouais, mais moi, regarde, quelqu'un investit 50 millions sur une valeur à 11 milliards, donc je vaux plus cher. » Donc, c'est intéressant de voir aussi ce que tu peux faire dans ces niveaux-là pour valoriser ta boîte, quoi. Deal est une très belle boîte. La question, c'est quand tu as levé énormément d'argent dans les meilleurs moments en fait du VC et que le marché se contracte, la valo ne veut plus rien dire. Ça, ce sont des négos que tu pratiques au quotidien? C'est en gros, c'est 2 choses. Un, c'est une réalité pour la valeur de nos propres boîtes, c'est-à-dire que on a plein de boîtes qui ont levé au-dessus d'1 milliard de valeur en 2021-2022 et le marché s'est cassé la gueule, les multiples se sont compressés et donc, sauf si la boîte a continué à grossir et à lever de l'argent très récemment, ce qui n'est pas le cas parce que par définition, si tu as levé plein de pognon en 2021, tu n'avais pas besoin de lever après, ta marque, comme on appelle ça, ne veut plus rien dire. Et donc, il faut utiliser d'autres mécanismes pour dire, cette boîte valait 1 milliard, mais en gros, elle vaut 300 millions. Quoi. C'est le cas de beaucoup? C'est le cas de toutes les boîtes qui ont levé en 2021-2022 ont probablement perdu entre 30 et 70% sur la marque qu'ils avaient eue. Nous, on a descendu pas mal de nos boîtes. Il y en a 1 ou 2 qui ont augmenté en fait leur valo, mais c'est au travers de levées de fonds qui se sont passées plus récemment. Ok. Ça doit être un peu dur ça quand même de voir sentir ton portefeuille qui a pris une claque du coup. Hein. Tu prends une claque virtuelle, c'est-à-dire que tant que t'es pas sorti. Par définition, t'es pas sorti, donc t'as rien vendu, donc ta valeur c'est pas X, c'est 70% d'X, mais in fine, ce qui compte, c'est la valeur terminale. Et on est loin, en fait, des exits de ces boîtes-là, puisque aujourd'hui, on est dans un marché extrêmement comprimé. Il y a très, très peu de sorties. À ce jour, il y a eu même pas 70 milliards de sorties aux US en 2024. Il y a eu quelque chose comme 50 IPOs. C'est que dalle. Normalement, on est à 10 fois ça, quoi. 70 milliards versus plus de 500 milliards normalement. Voilà. Okay. Et donc les gens restent dans les boîtes et continuent à les développer. Les gens restent dans les boîtes trop longtemps. Je sais pas,
je suis pas investisseur chez Stripe malheureusement, mais il n'y a pas vraiment de raison pour que Stripe soit encore privé. Il n'y a pas de raison que Databricks soit encore privé. C'est des boîtes qui devraient. Il y a à peu près entre 1000 et 2000 boîtes privées aux US qui devraient déjà être publiques, qui devraient déjà être introduites en bourse, qui devraient être introduites en bourse. Et donc ça a créé en fait une opportunité. Là, c'est une question de qui est-ce qui va récupérer la valeur de la boîte et de sa croissance, tu vois, post mise sur le marché. Avant, c'était clairement les investisseurs publics, et puis les investisseurs privés ont dit, mais attends, moi je veux capturer plus de cette création de valeur, et c'est pour ça qu'on a vu ces tours de financement à des dizaines de milliards de dollars de valo se passer, parce qu'en fait les gens se disent, si j'ai investi dans OpenAI à 150 milliards, je vais encore faire la culbute. C'est marrant, c'est ce que me disait quelque part, dans d'autres termes, Françoise Brougard, je ne sais pas si tu la connais, avec qui on a enregistré hier. Elle me disait, en fait, quand tu arrives en bourse, dans beaucoup de cas, l'essentiel de la valeur a été prise en fait par tous les pros avant, quoi, en fait. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que les investisseurs publics, donc le grand public, pourquoi le grand public, mais bon, ça peut être des fonds, les hedge funds, c'est les mutual funds, c'est tout ça. Ils vont dire, mais attends, pourquoi je vais investir dans ce truc qui n'a plus de croissance, qui est presque profitable mais pas vraiment, et donc pourquoi je vais prendre ça, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a attendu trop longtemps. Il y a eu trop d'activités dans le late stage, comme on dit, donc pré-IPO, et on devrait laisser beaucoup plus de cette création de valeur dans les marchés publics de manière à ce qu'ils acceptent nos boîtes. Parce que aujourd'hui, tu vois, pour mettre une boîte sur le marché, en gros, c'est 350 millions de dollars de revenus, croissance d'à peu près 30%, avec profitabilité dans quelques quarters. Il y en a très peu de boîtes qui font ça. 350 millions de dollars de chiffre d'affaires, 30% de croissance par an, c'est dur, hein, et quelques trimestres de revenus, enfin de bénéficiaires. Bénéficiaires dans quelques trimestres. Dans quelques trimestres. C'est super dur parce que bon, avant, tu vois, j'ai les boîtes dans lesquelles j'ai investi qui ont été sur le marché, elles faisaient 100, 120, 150 millions de dollars de revenus, croissance un peu plus importante, et puis profitabilité, c'est un concept. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que plus tu veux grossir, plus tu investis en avance, et c'est à ça que être public sert. Et il y en a plein qui ont prouvé que ça fait fonctionner. En plus, c'est ça qui est, des Uber, alors pas des WeWork, hein, en l'occurrence. Non, mais regarde Amazon. Amazon est une boîte de 100 millions de dollars quand ils sont allés publics. Ouais. Et c'est une IPO de quelques dizaines de millions. C'était à peine ce qu'on lèverait maintenant pour un Series B ou un Series C. C'est vrai que Amazon, et pendant longtemps, tout le monde décriait cette boîte en disant c'est n'importe quoi, elle gagnera jamais d'argent, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quand même. Mais ça s'est fait en fait assez rapidement d'ailleurs. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a eu cette phase de non-rentabilité. C'est pas rentable depuis si longtemps que ça, hein, Amazon. À part AWS qui crachait beaucoup, mais. Ils n'avaient pas besoin d'être rentables. C'est ça, c'était en fait une phase d'investissement. Et je me rappelle quand Amazon s'est diversifié en lançant donc AWS, où je me suis dit, mais what the hell ? AWS, c'est donc leur service qui permet de faire du cloud. Donc de ne pas avoir tes serveurs à toi et d'utiliser les serveurs Amazon pour toi, qui sont ultra bien faits, sécurisés, etc. Qui sont super bien faits. Et en gros, ils ont construit cette infrastructure pour eux-mêmes, parce que c'était un énorme site web, un énorme ensemble de services. Et donc, ils se sont dit, on a un réel savoir-faire et donc on va le vendre. Et c'était génial parce que, clairement, c'est un des meilleurs opérateurs. Et bon, Google a fait la même chose, Oracle fait la même chose. Microsoft, évidemment. Mais c'était une diversification qui était un peu bizarre, mais qui avait énormément de sens. Si je reviens juste au tout début, tu me parlais donc de pré-seed et de seed. Je vais poncer ton business dans les moindres détails. Alors, disclaimer, je suis associé dans un fonds qui s'appelle ovni.vc. Je suis minoritaire dedans. Et donc, je vais prendre un petit cours avec toi. Hein, donc, et je trouve ça intéressant de voir ta vision depuis ici. Pré-seed aux États-Unis, tu nous as expliqué tout à l'heure. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive avec une idée, un PowerPoint, même un message sur WhatsApp, peu importe, qui te présente un truc. Tu le regardes, tu dis waouh, c'est bien. Et tu mets combien ? Alors, au tout début,
quand j'ai commencé, je faisais un chèque de 25 à 50 000 $. Maintenant, je fais un chèque de plusieurs millions. Parce que à l'époque, c'était mon argent, j'avais pas beaucoup. Maintenant, on investit de notre 7e fonds de seed, qui est un fonds de 200 millions. Donc, on va faire à peu près une trentaine d'investissements dans ce fonds sur 3 ans. Et donc, 10 par an. 10, 12 à peu près, tu vois. Et on est une équipe, on est 5 partenaires, donc chaque partenaire va faire 2 à 4 investissements en fonction de ce qui l'intéresse, de ce qu'il voit, etc., etc. Et donc, un tour de pre-seed aujourd'hui aux États-Unis, ça va être 2 à 3 millions. Donc c'est le total du tour. Le total du tour. Nous, on va prendre plus de la moitié du tour et on va acheter 10-12% de la boîte. Donc c'est sur une valo à 10-15 millions. Une valo qui va être entre 10 et 15 millions. C'est très rare aujourd'hui, étant donné le niveau de compétition, qu'on investisse sous les 10 millions de valo. La compétition, c'est les autres fonds qui veulent rentrer? C'est les 2000 fonds de seed qui existent dans le marché. C'est-à-dire que, tu vois, le fonds 2 que j'ai levé en 2007, c'était un des tout premiers fonds de seed au monde. Depuis, il y a eu 2000 boîtes qui se sont créées pour faire la même chose. Et donc, tour de pre-seed, pour nous, c'est 2-3 millions. Oui, ça va être le premier. Donc, on va créer la boîte, on va l'incorporer, on va ouvrir son compte bancaire de manière à cacher le chèque. Ça te montre qu'on est vraiment très tôt. Vous êtes vraiment cofondateur, quasiment. On est. Enfin, mais c'était pas opérationnel. On est founding investors. Okay. Cofondateur, c'est-à-dire que on est là pour supporter, aider l'entrepreneur, mais on est investisseur. On est de l'autre côté et on n'est pas là pour être impliqué opérationnellement. Et c'est ça une grosse différence dans ce que nous on fait, c'est on va avoir un portefeuille d'investissement. Chaque partenaire va avoir tu vois, une demi-douzaine à 2 ou 3 douzaines d'investissements. Bon, j'en ai plus parce que ça fait plus longtemps que je fais ça. Et donc, tu vas partager ton temps au travers de ces boîtes et tu vas aider au maximum. Tu vas passer beaucoup de temps sur les boîtes qui ont besoin de toi parce qu'ils vont faire un financement, parce qu'ils se font racheter, parce qu'ils rachètent une boîte, etc., etc. Mais tu n'es pas là impliqué dans la boîte directement. Donc, on est founding investors. Quand on investit au niveau seed, donc peut-être 1 an plus tard, 9 mois plus tard, le tour va être un peu plus large, donc 4, 5, 6 millions. Là encore, on va être plus de la moitié de ça, donc on va faire un chèque de 3,5. On va acheter 10%, 12% de la boîte, et les valos, ça va être, tu vois, 18, 20 à 30, 35 de poste. C'est fou, hein, parce que si je dis pas de conneries, en France, on est plutôt... en fait, ton seed, c'est ton pré-seed, c'est le seed, et ton seed, c'est la série A, quoi, hein, quasiment. Ouais, c'est pas la même dynamique de marché. C'est aussi peut-être des ambitions différentes. Et quand tu as quelqu'un qui a un super profil et où tu as énormément de gens qui veulent mettre de l'argent sur la table, soit tu essaies d'avoir le prix le plus bas que tu peux, mais tu risques de perdre de deal. Soit tu sais à quel prix ce deal va se faire et tu vas à ce prix-là directement, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de négociations. Et si je t'emmène une boîte qui a été précédée en France, mais une valo qui est vraiment bien en dessous finalement de ce que vous faites, qui commence à faire ses classes et que je te l'apporte en seed, ça peut t'intéresser s'ils viennent s'installer ici, par exemple? S'ils viennent s'installer ici. Que s'ils viennent s'installer ici. Ok. Pourquoi? C'est 2 choses. Un, c'est une preuve d'ambition. Parce qu'une boîte en France qui reste en France, rien ne me dit qu'ils vont aller chercher le marché mondial et qu'ils vont être compétitifs. Même si je sais très bien que les ingénieurs français sont extrêmement bons, rien ne me dit qu'ils vont avoir l'envie, l'ambition et puis l'attitude qui permet en fait de gagner dans le marché. Et donc, se replanter aux États-Unis, ce qui est extrêmement difficile, personnellement, c'est un vrai commitment. Ça prouve que ils ont du niaque et ils vont y aller. Et les seuls Français dans lesquels j'ai investi à ce jour sont des Français qui ont déménagé ici, qui ont monté leur boîte ici, qui ont réussi ici. Mathilde Collin, tu vois. Mathilde Collin. Ouais.
T'en as fait d'autres? Hubert Thieblo. Ok. J'en ai pas. On a énormément d'Européens dans le portefeuille en tant que fondateur. Mais on cherche pas les Français tant que. En fait, pour nous, on essaie de prendre le deal flow qui nous arrive. On voit quelques milliers de boîtes par an. Quelques milliers. C'est-à-dire 2-3 000, 5-6 000 ou tu sais pas? Je sais même pas. Clair. C'est entre 3 et 6 000, un truc comme ça, je sais pas. Je fais même pas attention parce que on les voit arriver, on dit non à 90% des boîtes littéralement en l'espace de 3 secondes. Tu peux m'expliquer comment tu dis non, pourquoi tu dis non? Je vais recevoir, tu vois, je reçois un email ce matin, c'est un mec qui me dit salut, je suis un entrepreneur indien, je suis basé en Inde, je vais bouger aux États-Unis, voilà ce que je veux faire. Et pour moi, le fait qu'il soit pas aux États-Unis, déjà, ça veut dire que je lui dis non et j'ai un template qui lui répond j'investis pas dans ta géographie. Donc, soit c'est un secteur dans lequel j'investis pas, soit c'est un stade auquel j'investis pas. Donc, tu m'envoies un Series A, un Series B, du pré-IPO, machin, etc. Soit c'est un secteur dans lequel j'investis pas. Bon, en tant que fonds, on a une perspective extrêmement vaste sur le marché. On investit dans l'enterprise software, donc aujourd'hui c'est beaucoup d'IA. Donc l'enterprise software, ce sont des logiciels pour entreprises. Donc comme Salesforce, comme je sais pas moi, Pipedrive ou plein d'autres. Donc du SaaS, souvent, du CRM, du sales, de l'aide à la vente, etc. Donc ça c'est 70% de ce qu'on fait. Donc SaaS B2B enterprise, comme on appelle ça. Aujourd'hui c'est beaucoup d'IA. On va aussi faire un peu de consommateurs et de place de marché. Et puis moi, en fait, ça fait maintenant presque 3 ans que je ne fais que du deep tech. Donc des trucs, c'est soit de l'espace, du quantum computing, un petit peu de crypto. J'ai investi dans une boîte qui est en gros le Tesla des équipements de construction. Okay. Donc, ils font un excavateur tout à base de batterie et qui sera in fine autonome, donc sans pilote. Donc, c'est très varié. Donc, on a en fait une perspective large sur le marché. Donc, c'est rare qu'on dise c'est pas pour nous, on fait pas ça. Mais par exemple, on va pas faire beaucoup d'investissement dans le healthcare. Donc, la santé. Donc, en gros. Même si c'est un marché énorme, c'est pas un marché qu'on connaît bien et donc tu investis dans les trucs où tu es capable de prendre une décision que cette personne qui te pitch une idée particulière va être capable de construire une grosse boîte. Et donc, une fois qu'on a passé au travers de tous les critères, puis c'est aussi est-ce que le profil de l'entrepreneur correspond en gros à ce que je pense qu'une boîte a besoin pour un projet donné. Et donc, si je vois pas pourquoi un entrepreneur ou une équipe donnée va après un problème particulier, tu vois, j'avais le cas ce matin ou hier soir, une boîte qui poursuit en fait le microbiome, donc l'intérieur de ton système digestif. Le microbiote, ouais. Le microbiote. La CEO, elle a vraiment un profil intéressant. Mais son équipe, ça a l'air d'être une équipe de tocards. Donc j'ai pris un. Et c'est super subjectif, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour analyser la plupart des plans qui arrivent parce que il y en a des dizaines et des dizaines. Donc tu as quand même un filtre finalement là-dessus un peu intuitif, ressenti, quoi. Tu dis ça a l'air d'être tocards. J'ai pas le temps d'aller creuser un peu plus. On a investi dans 275 boîtes en 20 ans. Donc, on a vu passer des centaines de milliers de startups. Et en gros, je me suis gaufré comme un malade sur entre 5 et 10 dans lesquels j'aurais dû investir. Malheureusement, ça aurait fait un changement énorme en termes de performance du fonds. Donc, c'était les Uber, les Airbnb, les LinkedIn, les Twilio, etc., etc. Et donc, tu as besoin... Tu t'en souviens précisément à chaque fois de pourquoi tu as décliné, bien sûr, etc. Ouais. C'est là-dedans parce que tu te dis putain mais qu'est-ce que j'ai, tu repasses la bande et puis les gens disent oh t'as passé sur Uber, ouais 2 fois, oh quel con. Parce que moi j'aurais pas passé sur Uber si j'avais eu la possibilité d'investir. Et comment, juste pour comprendre, je sais pas, Uber par exemple, est-ce qu'il y en a sur celle-ci, il y en a où tu as eu des vraies hésitations? Ouais. Vas-y, raconte-moi un peu. Ouais, je veux l'histoire. Je veux te refaire mal un peu, Jeff. on est en juin 2010.
Uber est en train de faire le tour des popotes pour lever un tour de seed de 1 million. On est dans la salle de réunion d'une de mes boîtes qui s'appelait Eventbrite, qui est un de mes jeux de succès. Donc Renaud Visage. Renaud qu'on a reçu. Ça m'étonne pas. Et donc mon copain Renaud me prête une salle de réunion. Et puis, donc, Travis Kalanick et son cofondateur me pitchent l'idée d'Uber. Et je connaissais Travis, en fait, depuis longtemps. Et je savais que c'était un mec qui était un entrepreneur né. Donc déjà, tu vois, c'est ok, j'écoute parce que je sais que le mec, il est un peu fou, mais il est très bon. Carrément fou, je crois. Ouais. Et j'aime bien. Ça me paraît intéressant. Et je lui dis, bon, donc t'es CEO. Il me dit, non. Moi, je veux être CEO d'une autre boîte. Et donc, il y a ce mec-là, Ryan Graves, qu'on a rencontré sur Twitter, qui va être le general manager de Uber. Et je dis, c'est quoi sa qualification? C'est un mec qui a fait de la tech. Et puis, de façon plus ou moins random, on l'a rencontré. Et donc ça, pour moi, ça a tué le deal parce que si Travis avait été CEO à l'époque, qui allait direct, je l'aurais fait. Mais avec ce rando, tu vois, et ce mec, Ryan Graves, est vraiment très très bon, et il est multimillionnaire et multimilliardaire, et pas moi. Mais maintenant, grâce à Uber. Mais pour moi, ça passait pas. Donc, j'ai passé. J'ai demandé à Travis, j'ai dit, est-ce que à un moment, tu vas être CEO de cette boîte? Il me dit, non, c'est pas mon objectif. Quelques mois plus tard, il était CEO de la boîte. Et donc, ça, c'était en juin, donc je passe. Et après, pardon, mais clairement, ce que tu dis, beaucoup de choses sur lesquelles moi, dans des boîtes dans lesquelles j'ai investi ou dans des boîtes que j'ai créées, on a pu me demander si j'allais être CEO ou des choses comme ça. En effet, c'est super important quand la personne te pitch et te sauce en face, t'es à fond, tu dis j'adore son projet, c'est super, et tu lui dis tu vas être CEO, il te dit non. Bah oui, ça veut dire imagine le signal négatif que ça envoie. Donc ça, c'était la première fois. 15 jours plus tard, Jason Calacanis, qui à l'époque organisait un espèce de salon d'angel où des boîtes venaient présenter un ensemble d'angels, nous présente Uber, et donc Uber présente, machin, et donc il y a mes copains de First Round Capital qui avaient mis $500 000, étaient là, et ils disent, est-ce que quelqu'un a investi dans cette boîte? Et le mec il dit, ouais, moi, il dit, ouais, tu devrais, non, c'est pas Travis qui va être le CEO, je sais pas, machin. Bon, ça c'était donc au mois de juillet. Au mois de septembre, je déjeune avec un autre partenaire de First Round Capital et il restait $100 000. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est que Uber, qui est par définition une des plus belles sorties du monde de la startup qu'on n'a jamais vue, a mis quasiment l'été 2010 à lever leur tour. Bon, in fine, c'est pas fait en 3 semaines, quoi, ou en 2 jours. Non, parce que les gens, il y avait beaucoup moins d'argent dans le système, et puis c'était un peu taré comme idée, quoi. Et il restait $100 000 dans le tour. Et donc, je dis au partenaire de First Round, écoute, s'il reste $100 000, je vais les prendre. Il dit, dépêche-toi, email Ryan. Donc, le mec que j'avais dit, non, je veux pas être tocard. Non, j'ai pas dit que c'était un tocard. Non, je rigole. J'ai pas dit que c'était un tocard. Non, mais c'était un rando. T'as dit que c'est pas mieux. Non, mais donc, je lui envoie si je dis ça, je dis ça en rigolant parce que visiblement, tu fais aussi amende honorable parce qu'il s'est payé. Enfin, il a servi quelque chose. En tout cas, il a pris. Et donc, je lui envoie un email et j'entends que tu avais encore $100 000 dans le tour. Si c'est OK, je le prends. Super excité. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait une grosse connerie de passé. Je suis désolé, machin. Je dis pas, j'aurais dû backer ton projet, machin, et dire c'est super, et je me dis peut-être que je vais avoir un bout du beurre, et puis finalement non, parce que ça c'était un vendredi, le dimanche ou le lundi, il me dit écoute, les derniers $100 000 en fait on va les donner à quelqu'un de l'industrie, et donc thanks but no thanks. Et puis objectivement, c'est pas que j'avais une telle conviction que j'ai dit non, je veux investir. Et donc, bon, pour moi, les $100 000 sont partis dans quelqu'un de l'industrie, du monde du taxi, de la limousine, etc. Et je vous raconte cette histoire, parce que malheureusement, j'ai dû la raconter des tonnes de fois, parce que les gens disent « T'as passé sur Uber ?» Ouais, 3 fois. Et tu vois, je te raconte l'histoire, et puis il y a un mec là, on est à un dîner d'investisseurs, plusieurs années plus tard, qui se pisse dessus, mais alors, il éclate de rire. Et je lui dis non, mais c'est pas rigolo. Il se dit si, c'est rigolo. Parce qu'en fait, les $100 000, ils sont pas partis à quelqu'un de l'industrie, c'est moi qui les ai eus.
Et donc, c'est un de mes très bons copains, Bill Trenchard, à Founders. C'est un fonds de Founders. Non, il habite sur son île. Non, parce que non, mais ils ont très bien fait. Et c'est 100 000 qui seraient transformés en combien, tu crois, aujourd'hui? 100 000 $, c'est des dizaines de millions. Ouais. Voire des centaines. Enfin, la valo de sortie, je sais pas, c'est entre des dizaines et des centaines de millions. Est-ce que Uber valait combien à ce moment-là? Je sais plus. 10 peut-être ou... Non. Ils étaient dans les 50, 60, 70. Okay. Donc tout ça, c'est. Et pourquoi? Donc, et à chaque fois, bon, pourquoi j'ai passé sur Airbnb? Parce que quand je les ai vus, ils s'appelaient Airbnb Breakfast. Pourquoi j'ai passé sur Pinterest? Parce que leur deck était à chier. Pour une boîte qui était censée, en fait, être dans le design, leur deck était vraiment un des pires que j'ai jamais vu. Pourquoi je l'ai passé sur LinkedIn? Parce que Reed voulait pas monétiser avant que la boîte lève un tour de Series B. Et je me suis dit, ils vont jamais le lever et je vais cramer mon fric. Donc, à chaque fois, il y a toujours une raison. Twilio, c'était la valeur était trop haute. Tu vois, il y a toujours une raison et in fine, c'était pas la bonne raison. Bon, je suis dans la même équipe que toi sur Uber, non pas en invest, mais il se trouve que je crois que moi c'était janvier 2011 sur la valo, en effet, qui devait être à 40-50 millions. J'avais passé pendant quelques mois des entretiens avec eux, avec un mec qui s'appelait Oliver Berger en Europe, qui gérait l'Europe et qui déployait, qui allait ouvrir la France. Il cherchait un managing director. Et puis, bon, in, out. À la fin, on parlait un peu du package et des actions qu'ils donnaient en stock. Et c'était entre 100 et 120 000 $. Et en effet, on était dans les mêmes types de valo, quoi. Il se trouve que le truc s'est pas fait parce que le mec s'est fait virer quand il m'a proposé le truc. Ils m'ont demandé de refaire des entretiens. Je leur ai dit, vous me saoulez, vous savez quoi. Et en fait, voilà. Donc, mais c'est vrai que il faut passer au-delà, en fait. Parce que toi, dans le cimetière des investissements que tu n'as pas fait, il y en a beaucoup. Si je prends ceux que tu as fait, c'est quoi le meilleur? Parce que ton 17 fois... Ce qui est drôle, c'est que le 17 fois en 10 mois et 3 semaines, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, enfin, c'est quasi imbattable. Je veux dire, parce qu'il faut faire le 17 fois, ouais, mais la durée. C'est un tout. Oui, mais non, parce qu'en fait, tu veux pas faire un truc aussi rapide parce que tu payes des taxes sur les short-term capital gains, donc les capital gains de court terme, ouais. Et tu te fais massacrer parce que en gros, les impôts t'en prennent 50%. Donc, ce que tu veux, c'est avoir au minimum 1 an et 1 jour, de manière à ce que tu payes des taxes de long terme. Non, l'objectif, en fait, c'est... Tu as 2 choses que tu vas regarder. 1, c'est quel est le taux de retour de l'investissement en termes de multiples, d'accord? Après, tu vas regarder le pourcentage parce que si tu vas générer 10x sur 1 an et tu vas générer 10x sur 10 ans, c'est pas du tout le même taux de retour, d'accord? Et en fait, les investisseurs qui mettent de l'argent chez nous, ce qu'on appelle les limited partners, vont avoir des portefeuilles dans le public, ils vont avoir des bonds, ils vont avoir tout ça. Et donc, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on ait un taux de retour qui soit, tu vois, dans les 20, 25, 30% ou plus, pour justifier le fait que quand tu mets de l'argent chez nous, c'est super illiquide. Tu vas devoir attendre... Avant, c'était 9 à 10 ans pour retourner ton fric. Aujourd'hui, c'est littéralement 12, 13, 14, 15 ans. D'accord? Donc, le taux de retour, il campante de manière à ce que... et donc, pour que tu puisses performer, il faut vraiment que tu retournes des multiples qui sont vraiment importants. Et donc, tu vas mesurer le multiple que tu as généré. Donc, j'ai investi quelques millions chez Fitbit, j'ai retourné 2 fonds grâce à Fitbit. Mais au bout d'un moment, c'est le montant du profit que tu vas regarder, c'est-à-dire que est-ce que tu as retourné des dizaines ou des centaines ou de millions ou des milliards à tes investisseurs. Et in fine, ça dépend. Nous, de toute façon, quand on investit dans le seed, on va forcément mettre des montants raisonnables. Donc, tu vois, on va avoir quelques millions ou quelques, tu vois, 10, 15, 20 millions dans une boîte. Et puis, ce qu'on espère, c'est qu'on va faire de la culbute
et qu'on va retourner des centaines de millions sur cet investissement. Donc, Fitbit, Eventbrite, SendGrid, Postmates, Poshmark sont des boîtes qui ont été soit ont été publiques, soit ont été vendues pour des milliards de dollars. Et c'est des boîtes qui nous ont permis en fait d'avoir des très belles performances pour les premiers fonds qu'on a levés. Et puis aujourd'hui, on attend en fait, comme tout le monde, on est dans la queue pour les fonds les plus récents. On a des très très belles boîtes qui valent des milliards de dollars, mais avec une liquidité nulle, zéro. Et puis on attend en fait que soit le marché s'ouvre pour qu'on puisse les mettre sur le marché public, c'est notre ambition par défaut, soit à un moment quelqu'un va décider que c'est des belles boîtes et nous les rachèterons, et objectivement ce sera plus simple, sauf que aujourd'hui on est dans un régime régulatoire aux États-Unis où toute acquisition d'une taille de quelques milliards va être mise en question par le DOJ ou par la FTC, donc la Federal Trade Commission, et puis le Department of Justice. Et ça va prendre des mois, voire des années pour que ce soit approuvé, et c'est une chiotte pas possible, quoi. Ah ouais, donc dès que tu veux racheter une boîte de plusieurs milliards, t'as l'administration qui s'en mêle. C'est marrant ça, dans le pays du capitalisme c'est malheureusement un des gros défauts de l'administration Biden-Harris. Ils ont mis en place quelqu'un, Lina Khan, à la tête de la FTC, qui est extrêmement agressive, parce qu'elle dit que ça crée des situations où c'est monopolistique. Et c'est pas le cas, objectivement. Mais bon, si t'es dans mon siège, tu dis non, moi je veux un free market, les boîtes se font racheter, on fait plein d'argent, ça crée de l'innovation, etc. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est gangréné, quoi. Alors après, les grands penseurs, ou en tout cas investisseurs de la Silicon Valley, des Peter Thiel, ou je sais plus si c'est Thiel ou Andreessen, mais je crois que c'est Thiel dans son bouquin, comment il s'appelait, avec la couverture bleue, là, je sais pas si tu l'avais lu, From Zero to One, ouais, ça doit être ça, qui dit en fait, on adore les marchés monopolistiques, quoi. C'est ce qu'on veut, tu vois. Et donc, je veux dire, t'en arrives là à la fin, parce que oui, mais oui et non. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est avoir tu as un ou deux gros dans le marché, et tu as suffisamment en fait de compétition ou d'impression de compétition que ce soit pas complètement monopolistique. Mais c'est ce qui fait, ce que tu me décris là, que beaucoup de gens ici sont pro-Trump. Il y a effectivement plein d'investisseurs qui sont single issue, comme on dit. Donc ils ont une raison de voter Trump, c'est moins c'est la crypto, ouais. Puisque Trump a été beaucoup plus il a senti le vent venir, et donc il a dit qu'il était pro-crypto alors qu'il n'a jamais été pro-crypto. Mais bon, il a dit donnez-moi. Il a dit mon ami Elon m'a dit qu'il fallait être pro-crypto, et que les voitures électriques c'était bien, donc je dis go sur les deux. Non mais très sérieux, je t'entends rire. Mais... Exactement. Et donc il est devenu pro-crypto, et donc il a... Pardon pour ceux qui l'ont pas entendu, excuse-moi Jeff, mais il a même dit pire que ça, il a dit mon ami Elon m'a dit ça, j'étais pas d'accord avec lui, mais comme il me file 100 millions, enfin comme il me file beaucoup d'argent, je suis d'accord avec lui. C'est quand même super choquant, pardon, mais... non, parce que c'est Trump, donc oui, par définition, c'est fait acheter, quoi. T'as l'habitude des horreurs qui va sortir. Et donc, t'as ça, et puis t'as cette position anti-tech qui a en gros fait que le monde des marchés est vraiment problématique. Et bon, le mec qui aujourd'hui est la tête de la SEC est aussi un problème. Donc en fait, entre la crypto, la M&A, etc., t'as des gens qui disent fuck Biden, Harris, et donc on va voter Trump. Alors que... Donc t'es pas obligé du coup quand on fait ton métier? Toi, t'en penses quoi? Moi, j'irai jamais voter Trump, parce que ce qu'il a fait, là, même si je suis d'accord que Biden-Harris ont des positions trop extrêmes sur la crypto, parce que je suis pro-crypto, et sur le monde de la M&A, c'est pas pour autant que j'irai voter Trump. Mais s'il passe, tu seras pas mécontent.
Ça va être un cauchemar, mais je veux dire, on est en Californie. À un moment, on se disait, bon, si jamais Trump passe, on déménage, mais bon, faut pas. T'es américain, toi? Ouais. Ok. Et t'es français encore? Ouais. Ok. Quand tu passes de pré-seed à seed, il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles tu es rentré en seed et tu rentres en pré-seed et tu rentres en seed? Ou c'est l'un ou l'autre? Quand on commence à investir un certain tour, tu vois, donc soit c'est un tour de pre-seed, soit c'est un tour de seed, et puis après, en fait, quand la boîte va lever plus d'argent, on va déployer ce qu'on appelle des réserves. Donc, quand on investit $1, on va réserver, tu vois, $2. Et donc, on va dire, bon, le prochain tour, on mettra un peu d'argent. Le prochain tour, on mettra un peu d'argent. Et puis, une fois que la boîte commence à décoller et bien fonctionner, et qu'elle lève un tour de growth, donc un Series C, un Series D, à ce moment-là, on a un autre fonds qu'on appelle un fonds d'opportunité qui fait aussi 200 millions. Et là, on va faire des gros chèques, enfin des plus gros chèques dans un petit nombre de boîtes. L'idée étant de créer en fait un espèce de portefeuille avec les toutes meilleures boîtes du fonds où on va accumuler en fait de l'ownership, mais plus tard. Ok. Ce qui est hyper intéressant, c'est que toi, tu es arrivé ici. On sent un truc vraiment qu'on n'avait pas vu venir, je crois, en venant aux États-Unis. Tu viens de parler d'ownership, de propriété, d'equity. En fait, hier soir, Carlos Diaz, avec qui on parlait, nous disait il y a un de mes potes qui cherchait une nounou et il a une start-up qui marche bien et elle lui demandait $150 de l'heure. Alors nous, on s'était dit 50 déjà serait beaucoup, mais c'est chaud. Ouais. Et elle lui dit et moi, je veux de l'equity dans ta startup. et en fait, bon, c'est comme les cuisiniers ou les artistes chez Meta, chez Facebook au début, ou des gens comme ça. En fait, il dit mais les gens ici dans la vallée, mais pas que, parce qu'à New York, on nous en a parlé aussi. Ilan Abeacera, je sais pas si tu le connais, mais ils nous disent en fait, les gens sont obsédés par l'equity, la propriété des actions d'une part de boîte. C'est pas du tout la culture en France, c'est hallucinant. Et en fait, ils disent le salaire, c'est pour tes dépenses courantes. Ouais. À la fin de l'année, tu l'as cramé. Si jamais tu gagnes plus, eh ben, tu vas dépenser plus. De toute façon, tu vas t'acheter une plus grosse voiture, une plus grosse maison. Tu vas, je sais pas, acheter des fringues plus chères, j'en sais rien. Consommer. En revanche, la vraie richesse, tu vas la faire sur l'equity. C'est vrai ce que je dis. Ça se ressent. C'est vrai que la culture américaine est extrêmement consommatrice, donc il y a énormément de la dette des couples aux États-Unis est absolument catastrophique. Donc combien est-ce que les gens ont sur leur carte de crédit? C'est vrai que les salaires en fait sont élevés, mais le coût de la vie est élevé. Enfin, c'est un des endroits les plus chers au monde. Tu vas à Thornton, c'est le zip code le plus cher du monde. Enfin, le plus cher aux États-Unis. Tu peux me donner des ordres de prix? C'est des maisons qui vont toutes valoir des dizaines de millions de dollars. Et puis, c'est là où tu vas trouver des nounous à $150. Bon, je pense que tu peux trouver une nounou pour $50. Hein. Mais bon, bref. Et cette notion de je veux essayer, si je peux, je veux essayer de récupérer un peu d'options, un peu d'actions. Oui, parce que tu sais que si jamais la boîte fonctionne, tu vas faire la culbute. Et tout le monde a entendu parler de la table Netscape qui avait été payée par des actions qui, in fine, a ramené des millions au mec qui l'a construit. Et donc, si tu as accès à ça, tu vas effectivement le demander. Il y a en 2000 ou en 99, tu pouvais pas avoir des bureaux sans donner des actions aux mecs qui te trouvaient les bureaux. Tu vois, c'était pas possible. Alors, la différence entre l'Europe et les États-Unis, aux États-Unis, tu comprends cet effet de culbute, le fait que les quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars qu'on te donne en option, que tu vas donc vester au cours sur les 4 ans qui viennent, si la boîte a du succès, tu peux te retrouver avec des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. C'est comme ça que Ryan Graves, qui avait récupéré, je ne sais pas, 2-3% de Uber, aujourd'hui est multimilliardaire, grâce aux options qu'il a récupérées.
Alors qu'on voit dans nos boîtes américaines qui ont des équipes en Europe, les Européens, en fait, tu leur dis tu veux un peu plus de cash ou un peu plus d'options, ils vont tous te dire je veux plus de cash. Donc ils n'ont pas en fait compris la valeur potentielle et la culbute potentielle. Et tu vois, je sais pas si c'est une question d'être plus conservateur ou de pas avoir d'ambition ou de se dire moi j'ai besoin de créer mon nest egg et puis je veux mettre de l'argent de côté. Mais il n'y a pas cette même non, je vais essayer de maximiser les options, quoi. Je veux dire, en France, il y a même je sais pas si tu es d'accord, Clem, en ce moment, mais il y a une sorte de non, plus qu'un non-dit, mais on te dit, en gros, si dans une startup on te propose des options, il y a tellement eu de gens qui n'ont pas rien gagné qu'en fait c'est une arnaque, en fait. Prends le cash, quoi. Prends le salaire et les actions, de toute façon tu vas te faire arnaquer à la fin, comme dans 80-90% des cas ça vaut rien. C'est un gros truc. Depuis 1 ou 2 ans, tu vois, on te dit là, tu es en train de me proposer 0,5% de la boîte, ce que tu appelles des BSPCE, des stocks. Ouais. Et c'est une arnaque. À ce moment-là, c'est peut-être pas la peine que tu ailles bosser. Autant aller bosser pour une grosse boîte. Ouais. Parce que si t'es pas prêt à prendre le risque que ces options valent 0, ok, c'est ton choix. Mais in fine, aller travailler pour une start-up, c'est une philosophie. Ouais. Donc... Ça, c'est un truc qu'il faut peut-être faire comprendre bien aux gens en France. C'est-à-dire dire en gros, t'es pas prêt pour la start-up. Mais c'est marrant parce que je croyais que, vu d'ici, parce que bon, je passe très peu de temps en France et je regarde pas du tout le marché français, il y a quand même pas énormément de boîtes françaises qui ont été conçues du financement. Le monde du VC français était beaucoup plus actif sur les 3-4 dernières années que ça l'était il y a 10-15 ans. Et donc, j'aurais pensé que la culture de la start-up et la culture de la rémunération start-up était plus acceptée. Mais manifestement, c'est pas le cas. Après, c'est aussi les Français ronchons. Je pense un peu le côté là-dessus, mais vraiment, je l'ai beaucoup entendu récemment. La question du fait qu'en fait, encore une fois, majoritairement, les startups se cassent la gueule, Ouais. ou en tout cas, gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, majoritairement, c'est une arnaque, tu peux le voir comme ça. Ou alors, sinon, tu te dis, j'ai touché mon salaire, j'ai pris le risque. C'est un risque. Enfin, ce que tu fais, c'est la façon dont les ingénieurs le gèrent ici, c'est ils vont passer 3-4 ans dans une startup, ils vont avoir vesté 75 à 100% de leurs actions, de leurs options, et puis ils vont changer de job, ils vont récupérer donc un autre grant pour une autre boîte, et puis au bout de une dizaine d'années, 10-12 ans, ils ont fait 2-3 boîtes, ils ont leur mini portefeuille, et s'ils ont bien choisi les startups, ils ont différents leviers, et peut-être qu'une aura beaucoup de succès, et si tu as un Stripe ou un Uber ou un Airbnb ou un Google, t'es... Très bon conseil pour un dev, mais ça peut être aussi des conseils pour des bons sales ou des gens comme ça. Oui, si tu rentres, c'est le cas. Tu rentres dans une startup, reste pas trop longtemps si sauf si vraiment tu vois que c'est celle qui t'emmène dans l'espace, mais sinon au bout de 4 ans ou 5 ans. Une fois que après tu ne vas pas que travailler pour l'argent ou pour l'espoir du gain. C'est aussi, est-ce que c'est une boîte qui a une mission ou tu as des gens avec qui tu travailles que si tu te sens bien, il n'y a pas de raison de partir. Tu travailles pas que pour l'argent, toi, Jeff? Pardon, je te pose la question parce qu'on est aux États-Unis et... Non, c'est pas... objectivement, ça... En gros, si tu as du succès en tant que VC, tu vas faire de l'argent. Et donc, c'est bien, ça paye des belles maisons, des beaux machins, etc. Mais c'est pas la raison... Enfin, le fric, c'est pas la raison pour faire ce que tu fais parce que tu bosses énormément. Il y a très très peu de moments où tu vas avoir un sentiment de succès. C'est-à-dire que sur 100 boîtes dans lesquelles on va investir, en gros, tu as peut-être une dizaine de boîtes qui vont nous faire beaucoup d'argent, et puis le reste, la moitié va se casser la gueule, la plupart de l'autre moitié va pas faire grand-chose, mais ça demande quand même énormément d'argent, énormément de temps, et in fine, pour faire de l'argent, tu vas attendre très 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 longtemps. Et donc, si tu veux vraiment faire du fric,
tu vas dans un hedge fund, quoi. Tu vas pas être VC. Surtout pas métrique, tu vois. Surtout pas au niveau où on investit, où c'est tellement tôt que le succès et donc le fait de faire de l'argent pour nous, ça prend 10, 12, 15 ans, quoi. Tu brasses des sommes phénoménales et donc tu récupères du 2 and 20 chaque année, quoi. Du quoi? C'est les VC vont être rémunérés avec des frais de gestion sur les montants que on va gérer. Donc, si moi je suis qu'on appelle un LP, j'investis dans ton fonds, je suis Uncork, je mets 1 million. Tu mets 1 million, toi, je vais prendre 2%. Donc 20 000 par an. Enfin, 2 points et demi. 2 points et demi par an. Et puis, sur les profits, je prends 20%. Avec donc ce qu'on appelle le carried interest. Et il y a un hurdle chez vous aussi, ou ce qu'on appelle... Non, on a le contraire. On a un kicker, donc on prend 20% jusqu'à ce que le fonds retourne 3x. Après, on prend 25% jusqu'à ce que le fonds retourne 5x. Et après 5x, on prend 30%. Et en fait, c'est un full catch-up. Donc, ça veut dire que quand on atteint 5x... Si tu fais 5 fois la valeur de ton fonds initial, ouais, on récupère 30%. Tu vas prendre 30% de tout ce qu'il y a au-delà ou de 30% de tout? 30% de tout. T'as déjà fait 5x? Non, on est à 4x sur 2 fonds. Mais on arrivera à 5x. Ouais. Ça peut représenter combien, ça? Sur un fonds de 100 millions, à chaque tour de profit, à chaque fois que tu retournes le fonds en plus des 100 millions, tu vas récupérer 20 millions de carry. Donc, c'est 20 millions pour les premiers 100, 20 millions pour le deuxième 100. Après, ça passe à 25, puis après, ça passe à 30. Donc, si tu retournes un fonds 5 fois, tu vas récupérer 120 millions de carry. Ouais. Mais bon, c'est super dur. Hein. Faut pas croire que ce soit facile. Hein. Il y a beaucoup de fonds qui qui rendent moins. Oui, t'as plein de fonds qui performent pas parce que c'est ce qu'on fait, c'est difficile. Hein, et quand tu vois la concentration des succès sur tu vois une trentaine d'investissements, en gros, tu vas faire beaucoup d'argent sur 2, 3, 4, 5. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, t'as pas une de ces grosses sorties dans ton fonds, tu vas merdouiller et c'est même pas sûr que tu retournes leur argent à tes investisseurs et ça c'est très 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 dur. Bon, ça nous est jamais arrivé, mais ça arrive. Hein. On touche du bois tous les deux. Tu m'as pas répondu d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est parce que je t'ai orienté ailleurs, c'est de ma faute. Sur la plus grosse perf. En fait, je sais même pas parce que en fait ça dépend de quand tu l'as vendu, si c'est du stock ou si c'est du cash. Donc, je peux te dire que Fitbit, c'est une très très belle sortie puisque j'ai retourné mon fonds 2 fois et mon fonds 3 une fois grâce à lui. Donc, tu as fait x2 sur ton fonds 2. Sur tout le fonds, sur une boîte. Poshmark a retourné 2 fonds aussi. Il a retourné le fonds 3, elle a retourné le Je réexplique pour être sûr de comprendre aussi. Donc, ton fonds numéro 2, donc le premier, c'était celui où tu étais tout seul. Tout seul, ouais. Fonds numéro 2, c'est celui sur lequel tu as rentré du monde. C'était combien? C'était un fonds de 15 millions. 15 millions. Après, et donc, tu as fait 30 millions juste sur Fitbit, c'est ça? 35 ou 40, un truc comme ça. Sans compter les autres boîtes dans lesquelles tu as investi. Oui. Et les autres, tu as fait aussi de la perf? Waouh. Et donc c'était un bon fonds. Le fonds 3, il y avait des très belles boîtes dedans aussi. Et donc, ça dépend comment tu regardes. Tu peux dire quelle est la boîte qui a eu la valo la plus élevée. Donc, on a eu Fitbit à un moment valait plus de 10 milliards. Eventbrite à un moment valait plus de 10 milliards. Bon, ça s'est cassé la gueule depuis. Mais tout dépend quand tu peux vendre aussi, parce que quand tu mets une boîte sur le marché public, t'es stock pendant 6 mois au minimum, donc tu peux pas vendre typiquement au moment où c'est optimal. Donc il y a plein de façons de mesurer,
Et objectivement, je sais pas quel est mon taux de retour. En fait, il faudrait regarder quel est le multiple maximum qu'on a fait sur l'argent investi. Et puis, en fait, Fitbit, c'était une très belle sortie, mais on n'avait pas investi énormément dedans. Donc, tu vois, t'as différentes... Il y a le montant, il y a la durée, très bien, très clair. C'est quoi ta secret sauce? Comment, moi, j'ai un problème dans l'investissement, c'est que je suis beaucoup trop enthousiaste. Et j'aime l'entrepreneuriat, j'aime les investisseurs. Alors, j'imagine que toi aussi, mais en fait, je vois quelqu'un qui a une petite lumière, qui me raconte un truc. Donc, il y a ça. Et après, évidemment, comme tout le monde, le FOMO, quoi. J'ai peur de passer à côté. Donc, le fear of missing out, le peur de passer à côté de quelque chose. Et donc, tu me cumules les deux, en fait. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. À la fin, j'ai pas fait tant n'importe quoi dans mes invests. J'en ai fait quelques-uns plus en business angel pendant 2-3 ans avant de rentrer dans OVNI. Et j'ai plutôt des beaux invests. Mais quand même, il y en a dedans où, alors notamment ceux que je faisais pas, il y a des moments, ça me faisait presque, ça m'empêchait de dormir la nuit presque, hein, tu vois. Bon, t'en as beaucoup, mais est-ce que tu peux me raconter tes secrets? Non, j'ai pas de secret en fait. Ça fait 20 ans que je fais ça, et donc tu développes, tu vois, une espèce de nez sur, voilà pourquoi je pense que je peux passer, et voilà pourquoi je ne vais pas passer tout de suite, parce que je pense qu'il y a ça, tu vois, qui est intéressant. Donc en fait, tu vas essayer de développer une espèce de sixième sens sur, voilà pourquoi j'aime bien ce que je vois, et voilà pourquoi je crois pas que l'équipe ou le fondateur a ce qu'il faut pour créer une grosse boîte. Si tu regardes, en fait, pourquoi est-ce que les boîtes dans lesquelles on investit ne marchent pas? Bon, tu vas avoir une bonne partie qui va être tout simplement pas être capable d'exécuter. Donc, en gros, ils merdouillent, ils vont pas assez vite, ils n'arrivent pas à raconter une histoire qui fait que la boîte peut vendre le produit, et donc s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de prochain tour, etc., etc. Après, tu vas avoir les problèmes de fondateurs. C'est-à-dire que ils commencent, en gros, ils se mettent ensemble parce qu'ils se disent on va faire un truc, et puis finalement ils se rendent compte que ils sont pas compatibles, ils sont pas d'accord, etc., etc. Donc, ça arrive souvent. Ça, dans les boîtes, surtout quand tu as des groupes de fondateurs un peu plus larges. Donc ça arrive quand on a 2, ça arrive plus souvent quand on a 3, ça arrive toujours quand on a 4. Ok. Donc quand tu vois un groupe de 4 fondateurs, tu sais qu'ils vont être 3 sous 1 an, voire 2. Et il y a des exceptions, évidemment. Et quand tu vois un groupe de 3 fondateurs, tu sais qu'ils vont être 2. Quand tu en vois 2, tu sais qu'à un moment ou à un autre, la vie peut faire que des choses arrivent. Et quand on voit 2, est-ce que déjà ça t'empêche de miser sur 4 quand on voit 4 ou... On n'a jamais investi dans une boîte qui avait 4 fondateurs. Okay. On en a fait à 3. Et on a fait à 1. La majorité est à 2. Oui, parce que 1, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que le 1, il a un accident de moto et puis c'est lui au revoir ta boîte. C'est très dur d'être un solo founder. J'étais un solo fondateur pendant 6 ans à Softex/Cork, et c'est super dur. Mais c'est pas pour autant que ça va pas fonctionner. Et puis ce qu'on va regarder, c'est là récemment on a incorporé une boîte avec un solo fondateur, et le mec il a été chercher 2 ingénieurs absolument brutaux pour les rejoindre en tant que founding engineers, et tu vois l'équipe est de folie. Donc on essaie en fait d'essayer d'analyser le pourquoi, le comment, la philosophie du fondateur ou de l'équipe. Quand il y a une équipe, on essaie de comprendre est-ce qu'ils sont compatibles, est-ce qu'ils ont travaillé ensemble dans le passé, etc., etc. On passe pas mal de temps à analyser le marché, on passe pas mal de temps à appeler les références, donc les gens qui connaissent les fondateurs, pour qu'on essaie de comprendre comment ils se comportent, qu'est-ce qu'on peut apprendre. On utilise notre réseau qui est gigantesque pour essayer de trouver des gens qui connaissent les fondateurs, pour qu'on puisse leur dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux me dire.
Et puis on va mettre tout ça en fait, tu vois, c'est les ingrédients de la salade, on va mélanger la salade, puis on va voir si on va la manger, quoi. Et t'as d'autres règles, t'as une sorte de playbook pour entre vous, parce que là, si je veux le réexpliquer, on pourrait dire vous rentrez 2 c'est le mieux, 1 c'est ok, 3 c'est ok. Enfin, j'exagère en cofondateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tel business on n'y touche pas, telle valeur on n'y va pas, est-ce qu'il y a un playbook si tu devais rentrer un junior, si moi je devais rejoindre Uncork là Le playbook, c'est en gros, tu regardes ce qu'on a fait et c'est beaucoup plus. C'est pas tant la taille de l'équipe fondatrice, c'est qu'est-ce qu'a fait l'équipe fondatrice avant. Pourquoi ils se sont mis ensemble, quelle est la contribution de chacun, quelle est l'expérience qu'ils ont eue, pourquoi c'est relevant, pourquoi ça a du sens par rapport au projet qu'ils veulent poursuivre, qu'est-ce qu'ils ont déjà prouvé, qu'est-ce qui nous fait croire qu'ils sont prêts à se jeter, tu vois, dans l'abysse. Un signe super négatif, c'est de dire j'ai pas encore quitté mon job. Tu me donnes une term sheet, t'investis et je quitte mon job. Ça, on fera jamais. Ouais, prends des risques, quoi. On veut regarder la prise de risque. Ça, c'est red flag. T'en as d'autres des red flags? Drapeau rouge? Ça va être... ça, c'en est un gros. Ça va être le fait que tu poursuis un secteur, tu vois, tu veux construire un truc dans une industrie super spécifique, verticale, à laquelle tu n'as eu aucune exposure, expérience, etc., etc. C'est du genre, je veux faire une boîte de comptabilité et je connais pas la comptabilité. J'étais sportif de haut niveau, je faisais de la voile, quoi. Enfin, peu importe. Donc on essaie en fait de comprendre pourquoi tu décides d'aller chercher cette opportunité-là. On a eu le cas hier, on a eu une présentation par, tu vois, c'était 2 fondateurs. Alors, super impressionnant. Ils ont été au collège, la nana à 14 ans, le mec à 11 ans. Ok, collège et université. Et collège, université, donc il a été au MIT. Le Gus était au MIT à 11 ans. Donc brut de chez Brut. MIT à 11 ans, t'es quasi du Polytechnique à 11 ans. Hein. Enfin, on est dans ce genre de... Okay. En gros. Ça fait presque on pourrait dire que c'est mieux, mais bon, anyway. Et donc... il y a des bas. Vraiment impressionnant. Avec quelques startups, machin, etc. Et c'était un couple. Bon, il le mentionne en passant, ce qui est ils n'étaient pas mariés, mais bon, ils étaient ensemble. Ce qui est ok pour nous, on n'a pas un problème avec ça. Mais ça pose toujours le problème de est-ce que tu vas, en gros, la nana était le CEO, le mec était CTO. Est-ce que la nana est prête à virer son copain si jamais le mec performe pas? Donc ça, on a toujours... C'est marrant, tu le vois dans ce sens-là. Et est-ce que et après, tu le vois pas dans le sens où est-ce que s'ils se séparent, ils seront capables à la maison on leur pose la question. Enfin, on essaie de voir comment, s'ils ont, est-ce qu'on veut, c'est pas tant qu'ils aient on veut être sûr qu'ils en ont discuté. Parce que ça peut arriver. Et le mec arrêtait pas d'interrompre sa nana, alors que la nana c'est la CEO, donc par définition, quand t'es CEO, c'est à toi de pitcher. Et donc, c'est le mec qui avait fait le pitch. Et donc, moi, j'étais en Zoom, mais mon équipe était avec eux sur place. Et je leur ai demandé, je leur ai envoyé un Slack, je leur ai dit comment ils se comportent là. Parce que du côté, ce que je vois en Zoom, c'est super bizarre. Il y a un problème d'alignement. Et ils disent effectivement, ils n'arrêtent pas de se couper. Ils se contredisent. Et le pitch n'était pas inintéressant, mais on n'a pas vu pourquoi cette équipe-là était la meilleure pour poursuivre ce business. Et donc, quand tu vois donc super fondateur, problème d'alignement, un peu weird en termes de behavior, et puis un problème d'adéquation, donc on va passer. C'est le futur Uber. Non. Je déconne. Évidemment. C'est super intéressant. Donc, il y a...
un peu d'irrationalité. Je veux Toujours. dire, c'était la question qui me venait juste après. On a fait un rendez-vous très différent, dans un univers très différent. J'en ai parlé, je crois, avec Alexandre Jardin, qui est un auteur français assez connu, et un de ses futurs associés, Jean-Claude Fleury, qui est un producteur et qui est un peu ressorti, et qui était à la retraite, et puis qui est ressorti de sa retraite, parce qu'il a dit, mais j'ai rencontré Alexandre et j'ai rencontré telle personne, et en fait, ils parlent de leur énergie. Alors au début, tu te dis, bon, c'est un peu ésotérique le machin, mais à la fin, tu te dis, attends, c'est pas parce que quelqu'un a fait 2 belles startups, s'il arrive et qu'il est maussade et qu'il est malheureux et qu'il n'a pas une belle énergie, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un truc que tu regardes? Bien sûr, bien sûr. Et c'est en fait le problème que tu as avec les fondateurs qui sont, tu vois, les repeat founders, donc des gens qui l'ont fait plusieurs fois, c'est tu veux savoir quelle est la motivation que tu as pour le refaire. Est-ce que tu as l'énergie pour le refaire? Parce que c'est super difficile, surtout si t'en as déjà fait, tu vois, 2 ou 3 pour 5 ans ou 10 ans chacune. Et puis après, tu as la question de est-ce que tu as... Tu vois, on aime bien les fondateurs qui ont eu soit un petit peu de succès, soit qui se sont plantés. Parce que si tu as eu un énorme succès, t'as pas le besoin, t'as pas la motivation, t'as pas le jus pour... parce que c'est vachement dur, c'est super, ça prend du temps, c'est éreintant, c'est difficile d'avoir une famille, machin, etc. Et quand t'as fait beaucoup de pognon, bah, en gros... t'as plus vraiment la motivation, quoi. Il y en a qui sont quand même très surprenants là-dedans, parce qu'il y en a qui vont en faire 2, Tout 3. à fait. Non. Je veux dire, mais c'est je reprends Alex Boisiz, moi, limite la prochaine, il me dit si je peux rentrer, j'y vais, quoi, tu vois. Mais c'est pas garanti. C'est-à-dire que quand tu vois des serials comme ça, à un moment ou à un autre, ils vont réussir, et à d'autres moments, ils vont se planter comme tout le monde. T'as eu des grosses arnaques dans des boîtes ou des... On a eu. C'est quoi les histoires les plus de dirty que t'as eu dans tes... Bah les trucs les plus fous, c'est les mecs qui commencent à utiliser la carte de crédit de la boîte pour leurs dépenses personnelles. Et ils se raquent, ils vont faire des super week-ends à Vegas, machin, ils louent des suites et des machins et trucs, et ils sont suffisamment stupides pour croire qu'on va pas les toper. Donc on a eu ça 2 fois. Comment tu les topes? Ah bah au bout d'un moment, tu vois que bien souvent, ils vont essayer de falsifier les finances. Donc, ils te disent, bah voilà, on a tant en banque, machin, etc. Voilà nos revenus. Ils montent des fois sur les revenus. Et puis, bah en fait, ce que tu veux, c'est de temps en temps jeter un coup d'œil demander à voir les bank statements. Donc, vérifier que le montant qu'on te dit avoir en banque, c'est bien celui qui est en... Et, bien souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va commencer à dire « Oh, il y a des trucs bizarres là. » Et puis, il y en a qui sont très bons à ça. On avait une boîte comme ça, on a envoyé le CEO au FBI. Et donc, le mec est en tôle. Il y en a un autre où le CEO a dépensé genre $50,000 sur la carte de la boîte, et puis on lui a fait rembourser, on l'a viré, quoi. Ça, c'est les trucs les plus extrêmes qu'on ait vus. On a vu des gens qui étaient un peu louches sur qu'est-ce qu'était un client, qu'est-ce qu'était pas un client, quand est-ce qu'ils reconnaissaient les revenus sur des trucs qui n'étaient pas encore signés, etc. Bon, c'est un peu limite, mais on a eu de la chance, en fait. On a eu très peu de fraude. Mais ça existe. Tu as des gens qui mentent sur leur contrat, sur leur traction, on a entendu... Sachant qu'il y a eu le fake it until you make it était quand même quelque chose d'un peu flou pour beaucoup aussi là-dedans. C'est-à-dire que... fake it until you make it, c'est ouais, tu vas essayer de trouver un moyen, tu vois, d'apparaître un peu plus... brillant. Poli que... Enfin, polished. Comment on dit? Policé, non, pas policé. Non, ouais. Polished, tu l'es vraiment, tu vois, tu vas dire, bon, j'ai tant de clients, en fait, c'est pas vraiment des clients, mais c'est pas grave. Et ça, c'est ok, c'est pousser un peu les limites, mais faut jamais aller dans le mensonge, quoi. T'as des énormes green lights. Il y a des trucs où tu vois quelqu'un, tu dis, allez, c'est bon, là, genre tout de suite, à 90%, très vite.
on n'est pas vraiment le type de... Parce que on Love joue... at first sight. Ouais, on joue... Bah si, tu peux... Enfin, en gros, ce que tu essaies de voir, c'est... déjà, on va jamais investir après un meeting. Pour avoir de l'argent de notre part, ça va prendre, 3-4 meetings. On va faire de la due diligence, on va appeler des gens, on va appeler des experts, on va tester le produit, tu vois. Donc, on n'est pas, je te vois et je te donne de l'argent, quoi. Je faisais ça quand j'étais tout seul, et globalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Ouais, c'est... Hey On fait le geste de jeter des dollars. Vas-y, tiens. Maintenant, on s'astreint à un temps minimum, et puis on a une équipe, et toute l'équipe doit donner sa bénédiction pour les investissements. Et combien de personnes? On est 5 partenaires. Ok. Les 5 doivent dire go. Et les 5 doivent... en gros, tout le monde a la possibilité de dire non. Okay. Mais in fine, c'est pas la façon dont on opère, parce que on a énormément de respect pour chacun. Et donc, si quelqu'un veut vraiment faire un deal qui me semble stupide, je vais lui dire voilà pourquoi je pense que c'est stupide, et voilà les 3 ou 4 problèmes que j'ai avec, mais je vais pas te dire je veux pas que tu fasses ce deal. Et donc, si après avoir entendu mes réservations, mon partenaire dit fuck off, je veux quand même le faire, et voilà pourquoi, sachant que si jamais tu veux faire un deal qui est super, où il y a beaucoup de gens qui disent non, t'as intérêt à ce que ça marche, quoi, parce que ça veut dire qu'on va te laisser le faire, mais t'es sur la ligne, quoi. Sinon derrière, vous vous moquez de vous les uns les autres, ou c'est plus que ça? C'est un peu des tacles un peu gentil, ou c'est un peu genre t'es un tocard? C'est gentil, sauf que si jamais t'es trop un tocard, tu vas te faire virer. Okay. Vous en avez déjà viré des partenaires? Non, parce qu'en fait, on n'a pas eu besoin, mais il y a des fonds qui ont viré des partenaires parce que c'était des gros tocards, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les start-upers américains, parce que finalement, quand tu viens de France, tu peux en regarder un, tu te dis les dossiers que je pourrais voir dans lesquels investir, ce serait vraiment probablement les pires, parce qu'ils passeraient d'abord ici, chez toi, chez tout le monde, et si je le reçois à Paris, c'est que c'est pas le bon. Ouais. Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce que je dois poser comme question? C'est quoi tes questions favorites d'ailleurs? Les questions favorites, ça va être déjà raconte-nous ton histoire. Donc, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui t'amène là? Quelle est ta trajectoire? En fait, c'est vraiment une question très ouverte, parce qu'on est intéressé de voir comment la personne va introduire son arc personnel, et pourquoi il est ou elle est en train de faire cette startup. Une autre question, c'est donc tu as décidé de passer les 10 ans qui viennent de ta vie à essayer de traiter ce problème ou traiter cette question. Pourquoi? Et déjà, de temps en temps, il y a des gens qui disent pourquoi 10 ans? Ça va prendre 10 ans, mon coco, hein, parce que le succès, ça vient pas comme ça, hein. Et tu vois déjà, s'ils n'ont pas pensé à ça, c'est un énorme red flag. Tu me posais une question. C'est être clair sur le commitment que ça prend. Ouais. Parce que des fois, tu as des entrepreneurs qui disent non, je vais avoir une idée, je vais lancer le truc, et puis à la première opportunité, je vais la vendre. Et je vais me faire quelques millions de dollars, et puis je fais rinse and repeat. Et c'est pas un problème. Ça doit pas être financé par des fonds, en revanche. Voilà, exactement. C'est pas un problème, c'est juste pas quelque chose qu'un fonds de VC doit financer. Et donc, tu essaies de comprendre la motivation intrinsèque, le commitment intrinsèque, et la longévité de ce commitment. T'as un hard stop dans 4 minutes? Dans 4 minutes. Ouais. Ok, donc très vite, je vais te poser plein de questions. Okay. C'est quoi les trucs les plus chauds en ce moment? C'est l'IA? C'est que l'IA? C'est le spatial un peu? Non, le spatial, c'est trop difficile. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens... Enfin, moi, j'investis dans le spatial, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est vraiment l'IA, et tout le monde essaie de comprendre quels sont les segments de l'IA. Donc, tu vas avoir les modèles, le tooling, donc les outils, et puis les fonctionnalités verticales. Et tout le monde essaie de trouver, en fait, la boîte qui va avoir de la longévité, qui peut se développer super rapidement. Tu as investi combien en IA, là? On a fait une dizaine d'investissements. On a fait peut-être 30% en outils et 70% en vertical. Ok. Pas en dessous, en fait. Non, les modèles, ça coûte trop cher. C'est okay. un tour, tu vois, le dernier tour de seed,
qui a été annoncé, c'était un tour d'1 milliard à 5 milliards de postes. Ok. Donc là, c'est votre obsession du moment, l'IA. C'est pas notre obsession, c'est ce qui vient, c'est le gros de ce qui vient vers nous aujourd'hui. Et donc nous, en fait, on réagit, on va chercher en fait les choses aussi, mais on réagit à ce que les entrepreneurs veulent nous vendre. Et aujourd'hui, on nous vend de l'IA. Où est-ce que les Américains sont trop forts? C'est cette capacité à raconter des histoires et à vraiment projeter, en fait, les meilleurs entrepreneurs vont être des storytellers incroyables. Et ils vont être capables, en fait, de récupérer de l'investissement, mais aussi d'avoir du talent qui les rejoint pour... Tu vois, le mec de WeWork, c'était un visionnaire, un storyteller incroyable. C'est marrant parce que c'est leur force et leur faiblesse. Ouais. C'est-à-dire que quand beaucoup de Français te disent quand tu recrutes un mec, il arrive, il a un storytelling de ouf et en fait, c'est un gros pimpin, il sait rien faire. Bah, c'est ça le problème, c'est que il faut qu'ils suivent derrière pour être des super... Tu vois, Zuckerberg, il est un peu weird, mais c'est un mec exceptionnel. Où est-ce qu'ils sont nuls? Je sais pas si... j'ai du mal à trouver un endroit où ils sont vraiment pas bons. Il est devenu américain, il voit que le verre à moitié vert. Non, c'est pas... non, parce que je suis assez critique, mais objectivement, c'est... on est super ouvert pour les immigrants qui viennent ici, qui s'installent et qui vont développer des boîtes. Mais les Américains, en fait, mis à part voter pour Trump, il n'y a pas des masses de problèmes que l'on a, en fait, avec des équipes. Tu vois, par exemple, on va pas se dire... on veut pas une équipe de 3 fondateurs américains. On veut un immigrant et 2 Américains. Alors que si tu vois une équipe de 2 Français, par exemple, on se dit, bon, est-ce qu'ils vont être... Une des choses que les Français n'ont pas vraiment prouvé, c'est leur capacité à vendre. À vendre la boîte. À vendre le produit. Okay. À vendre. Donc, on va souvent dire, il faut greffer un Américain pour le côté sales and marketing. Alors, je vais dire où est-ce que les Français sont nuls, mais où est-ce que les Français sont forts? La tech. La tech. Vraiment. C'est pas un mythe. Non. Ok. En tout cas, je suis un techos français. Même si ce que j'ai appris, c'est complètement irrelevant. Mais non, je pense que les Français sont très bons à l'attaque. T'as un livre à me recommander, Jeff? Par-dessus tout. Le livre que t'offriras à tout le monde. Non, pas vraiment. Ça peut être un roman, ça peut être... je sais pas. Le dernier livre de Schwarzenegger. Ouais. Et je ne me rappelle plus le titre, mais j'ai écouté l'audiobook. C'était un très bon bouquin. C'est un bouquin de management où comment tu t'organises, comment tu te focalises, comment tu te motives. Mais le fait que ce soit lui qui faisait la narration, tu te pissais dessus. Ah, extra. C'est lui qui lit l'audiobook. Ouais. Extra, donc ça me donne envie. Franchement, si c'est le genre de... Be useful. Voilà. Okay. Et donc, c'est le dernier bouquin audiobook que j'ai écouté. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Jeff, t'avais une newsletter à un moment? J'ai fumé ou pas? Non, j'avais un blog. T'avais un blog, ouais. J'étais... en 2004, j'ai lancé un blog qui s'appelait Software Only, où je racontais en fait l'histoire de mes investissements, et puis c'était un des premiers VC blogs, et donc j'expliquais en fait la dynamique de faire des tours de financement, de ce que ça voulait dire, etc. Si les gens qui nous écoutent veulent investir chez Uncork, c'est combien le minimum? Ouf. C'est plusieurs millions de dollars, et c'est essentiellement des institutionnels aujourd'hui qui investissent chez Uncork. Ok. Mais c'est possible, si demain il y en a qui t'appelle et dit je veux mettre 10 millions. On peut toujours discuter. Tu ferais une visio s'il dit qu'il vient de ma part. On peut toujours discuter, mais c'est pas des produits en fait qui sont des produits accessibles sur le marché facilement. C'est surtout des fonds de fonds qui viennent chez toi? Non, c'est majoritairement des institutionnels, donc c'est des fonds de pension, c'est des endowments d'université, ça va être des fondations, quelques fonds de fonds aussi. On a, 15% qui vient d'Europe, donc on n'est pas essentiellement US, un tout petit peu du Middle East, mais c'est essentiellement institutionnel. Ok. On te suit sur LinkedIn? LinkedIn ou Twitter, @Jeff. @Jeff, oh, c'est bien, il est beau le @Jeff quand même. Hein. Merci, tu sais que je suis venu ici et tu as une vibe de ouf, c'est-à-dire que les gens qu'on a interrogés
m'ont dit ce mec est sympa, il a toujours été ouvert, il a toujours accueilli les Français ou les gens autour, etc. Tous les gens dont je t'ai parlé tout à l'heure m'ont dit tout ça et on a pu vraiment le ressentir ce matin là chez toi. Donc merci de ton temps. Merci. Bravo pour tout ça. C'est un plaisir. C'est une vraie aventure passionnante. J'aurais pu te poncer 1 heure de plus sur ce qu'il ne faut pas faire en ce moment, ce qu'il ne faut plus faire ou les différences entre avant et après. On fera ça quand tu passeras à Paris peut-être. Ouais, ouais. Je passe à Paris. Je pars en 2012. Non, je passe à Paris 2-3 jours par an. Typiquement, j'arrive à Paris et je pars à un autre endroit en Europe. Mais ouais, c'est plus facile de te revoir ici. Trop bien. Merci, okay. Jeff. Merci. Clavier, suivez-le sur un peu partout. Et puis à bientôt. Et bonne continuation pour votre voyage. Ciao. Merci. Salut.